L'avantage, quand on fait les conclusions, c'est qu'il y a une heure de début, mais le programme ne précise pas l'heure de fin, donc j'ai toute la soirée pour rendre justice à toutes les choses intéressantes que nous avons entendues. Vous savez que l'exercice est difficile et les juristes parmi vous connaissent le brio avec lequel Paul Martens s'acquitte de la tâche des conclusions. Et donc, si j'ai ce modèle en tête, eh bien, je me mets la barre évidemment très très haut. À quel titre est-ce que j'interviens ici? À certains moments, dans l'enthousiasme de tout ce que j'ai entendu, notamment cet après-midi, j'aurais bien voulu mettre ma casquette de militant ou de président de la Fondation pour les générations futures. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais parler, c'est au titre effectivement de théoricien du droit, avec, pour donner directement un peu le ton de là où je veux en venir, aussi défendre la cause. On a parlé de beaucoup de causes différentes, mais la cause du droit, Et je relisais hier, pour préparer cette journée, le petit livre de Liora Israël, L'arme du droit, qui parle de ce dont nous avons parlé cet après-midi, et qui termine vraiment la dernière page du livre en disant « il ne faudrait quand même pas que tout ça conduise à, attendez, je ne vais pas caricaturer, à conforter la cause du droit plutôt que le droit des causes. » Vous comprenez ? Il ne faudrait tout de même pas que tous nos efforts conduisent à conforter la cause du droit plutôt que le droit des causes. Ben, j'aime pas cette conclusion. Moi, je voudrais, au contraire, tout en contribuant et en montrant la contribution du droit aux causes qui nous sont chères, évidemment, elles sont plutôt dans ce qu'on a entendu cet après-midi que ce matin. Je voudrais en même temps rompre une ou plusieurs lances en faveur de l'outil juridique, et par exemple de la situation des juges, avec ce qu'elle a parfois d'austère et de limitation. J'insisterai sur la limitation du droit par rapport à des choses plus enthousiasmantes, peut-être plus nécessaires, comme le combat politique en matière climatique. Mais donc, mon point sera aussi la défense de la cause du droit. Mon exposé pourrait être intitulé « Droit marchandise, droit bien commun ». Et puis, ça c'est un scoop, j'ajoute une troisième dimension dont on n'a pas beaucoup parlé, droit épais. Vous allez voir que je fais référence à des modèles religieux. Quel rôle pour le droit ? Donc mon propos consistera très simplement et en bricolant, puisque hier à cette heure-ci il n'y avait pas une ligne décrite, je vais essayer de confronter des modèles de droit, et derrière ça, comme on vient de le voir, des modèles de société, qui vont conduire dans certains cas à des hybridations. Et par exemple, l'exposé de Madame Verbruggen ce matin montrait bien une hybridation à propos de l'arbitrage et cote plus ou moins bien taillée à propos de l'arbitrage en matière de CETA, par exemple, conduisant à des hybridations et aussi, bien sûr, des luttes et des luttes internes au droit, comme celle que Marie Messiaen a relatée à propos de l'arrêt fraternité et des tollés que ça soulevait au sein du monde juridique. Alors, mon point de départ, c'est la thèse fondamentale que j'essaye de défendre dans mon livre publié en 2016 chez Breulant, « À quoi sert le droit ?» Je réponds à compter jusqu'à 3. Donc le droit, dans le meilleur des cas, dans un modèle républicain idéal, c'est l'émergence du tiers. Référence à Kojève, le philosophe du droit, qui disait « Il y a droit lorsqu'intervient un point de vue tiers dans les affaires humaines ». Le politologue Freund dit la même chose. La stabilité d'une société et la concorde qui y règne sont conditionnées par ce que j'appelle la reconnaissance du tiers. À l'inverse, le refus du tiers nous fait régresser à des solutions duales, qui sont souvent évidemment des solutions de duel, d'affrontement sans principe d'équivalence, sans critère de traitement du conflit. Donc, dans ce modèle du droit idéal, modèle classique qu'on peut avoir en vue, la relation sociale primaire, économique, religieuse, politique, familiale, se dédouble, prend de la hauteur, si vous voulez, et fait émerger une forme de triangulation avec, au-delà du je et du tu qui s'affrontent pour le meilleur et le pire, le il, l'instance du tiers, source et garant du droit et des droits, garant de la parole donnée, garant du temps long aussi. Avec ce modèle, quelles sont quelques-unes de ses conséquences essentielles ? Eh bien, des écarts
des différences, des distinctions, des limites s'établissent. Par exemple, la séparation de l'État et de la société civile, la séparation des pouvoirs. Et qui dit séparation, dit aussi pour combler le vide des mécanismes de représentation. Et on a insisté ce matin, c'était l'exposé de Jean-Emmanuel Barthélemy sur l'indispensable rôle de représentation de l'avocat. Ce modèle implique aussi généralité et abstraction de la loi, qui entraîne comme conséquence un traitement égal dans l'état de droit. Dans ce modèle, le il, le tiers, cette position du tiers ou du il est occupée par la loi, c'est elle qui établit les équivalences générales. Et ce sont des pouvoirs publics, État, pouvoir infra-étatique, pouvoir supra-étatique, peu importe, des pouvoirs publics qui mettent en œuvre ces équivalences générales établis, ces formes de mesures, ces critères de justice établis par la loi. Anaïs Berthier parlait tout à l'heure de loi comme langage commun. Tout peut alors, tous les sous-langages techniques, et notamment économiques, politiques, peuvent être retraduits dans ce langage commun du droit. On voit bien que ce modèle résiste mieux, ou est pensé pour mieux résister à l'instrumentalisation par des instances externes, dont il a été beaucoup question, notamment ce matin. En effet, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le régime de droit, traduction la moins mauvaise de l'expression anglaise « rule of law ». Rule of law que quelqu'un comme Alain Suppiot distingue très soigneusement du rule by law. C'est un règne du droit, un régime du droit distingué d'un rôle simplement instrumental du droit comme outil, comme arme ou comme menace. Alors quand on dit ça, j'ai l'air de faire une espèce de métaphysique un peu brumeuse, comme les médecins de Molière qui se mettaient à parler latin. Aujourd'hui, on parle anglais. Donc, rule of law. Mais tout de même, ça signifie une certaine transcendance. C'est le il hein, qui est en situation un peu plus haute que le rapport social primaire. Et cette situation de transcendance, on la voyait par exemple dans la notion, quelqu'un en a parlé, je crois que c'était ce matin, d'intérêt supérieur de la justice. Intérêt supérieur de la justice qui ne se ramène pas à des logiques purement de rapport de force. Dans ce modèle du tiers occupé par la loi, on a aussi, faut-il le dire, un régime de reconnaissance généralisée des personnes, des individus, grâce au mécanisme de la personnalité juridique qui confère une dignité élémentaire, qui confère un statut avec des droits et devoirs. Le sujet de droit est conçu comme autonome et responsable. Tout ça, j'ai l'air de faire un cours de premier bac en rappelant les principes fondamentaux de l'état de droit, mais justement, ce modèle que je viens de rappeler ici à gros traits, il faut parfois le rappeler parce que justement il est mis à mal, notamment dans le modèle que je vais bientôt aborder du droit comme marchandise. On en a parlé de ce modèle idéal, mais toujours un peu en creux ou comme par défaut, et donc il faut parfois se rappeler les promesses, les potentialités dont il est porteur. Se pose alors la question, quel est dans ce régime le rôle du droit par rapport aux autres sous-systèmes socio-économiques, politiques, moraux ou religieux? Un philosophe comme Michael Walzer ou des sociologues comme Boltanski et Thévenot donnent des réponses assez décevantes à cette question en disant nos sociétés aujourd'hui sont devenues des sociétés plurielles avec des cités, disent Boltanski et Thévenot, la cité marchande, la cité industrielle, la cité médiatique, la cité domestique, ou des sphères de justice. Chez Walzer, ce sont à peu près les mêmes. Et malheureusement, dans les ouvrages magnifiques qu'il nous propose, la situation du droit, justement, n'est pas clairement établi. Il se contente de dire qu'il faut préserver au maximum l'autonomie de ces sphères et que les choses vont mal si l'une commence à dominer sur l'autre. Oui, mais j'ajoute que dans la réalité, on n'a jamais rencontré dans l'histoire une forme d'autonomie comme ça, d'étanchéité de ces sphères, et ce qu'on voit plutôt à toutes les époques, c'est d'une dominance d'un de ces sous-systèmes ou d'une de ces cités à l'égard d'une autre. Hypothèse rapide,
Dans des temps plus anciens, le religieux domine, dans les temps actuels, c'est l'économique. Et donc, si on croit à la cause du droit, il faut arriver à penser entre ces sphères ou entre ces cités un rôle d'arbitrage plus généreux et plus efficace exercé par le droit, qui n'est pas, me semble-t-il, une cité ou une sphère de justice comme une autre, mais puisque je crois au droit, qui est plutôt en situation de métaniveau, appelé, dans les meilleurs des cas, justement à arbitrer ou réguler ces différents sous-systèmes. Ça, c'était mon premier point. Il peut vous paraître assez angélique ou idéaliste, j'en suis bien conscient, mais le normatif est inscrit dans l'idée même de droit, donc on ne peut pas faire l'impasse sur l'idéal normatif dont le droit est porteur, mais, et c'est mon deuxième point, j'ajoute immédiatement que, bien entendu, ce tiers, ce il, cette loi ne flotte pas dans les nuages, il n'est pas donné a priori sur je ne sais quel Sinaï, il n'est pas stable et détaché, préservé de toutes les turbulences sociales. Non, au contraire, bien entendu, il est construit, même s'il est mis en position tierce d'auto-transcendance, il est évidemment le produit permanent de la lutte pour le droit. Antoine Bayeux a commencé cette journée en rappelant le côté schizophrénique du droit d'aujourd'hui, en rappelant les luttes entre des formes de droit inspirées par la convivialité et d'autres par le paradigme croissantiel. Donc la conflictualité n'est pas seulement extérieure au droit, s'exerçant sur elle de l'extérieur, mais bien entendu, elle le gagne de l'intérieur. On sait bien que le raisonnement juridique est agonal et dialectique. Pour le dire autrement, en droit, la légalité et la légitimité ne coïncident pas nécessairement. La tension entre les deux est même son principe permanent de développement. Troisième point. De ce point de vue, la lutte pour le droit, je veux dire, il n'y a pas de différence significative, et le débat tout récent vient encore de le montrer, il n'y a pas de différence significative entre le lobbying du marché et celui de la société civile. Du point de vue formel, on a un même activisme judiciaire, le cost lowering, la transformation d'une affaire particulière en cause significative d'intérêt général. Bien sûr, le débat a permis de montrer finement les différences entre advocacy et lobbying. C'était tout à fait juste. Néanmoins, dans les deux cas, il y a lutte pour le droit. C'était le modèle que rappelait en 1872 le philosophe du droit allemand Hering, qui disait « La paix est le but que poursuit le droit, mais la lutte est le moyen de l'atteindre ». Et du reste, ces luttes, qu'elles soient menées par les uns ou les autres, présentent un certain nombre de points communs, qu'il me suffise de citer leur inscription sur une scène de plus en plus transnationale, qu'il me suffise de la mobilisation, de rappeler la mobilisation par les réseaux sociaux, on en a parlé, et aussi, on en a parlé toute la journée, le recours privilégié au juge. Alors, où est la différence? Et c'est ici que j'en viens à la confrontation de mes modèles. C'est mon quatrième point avec, d'abord, le modèle du droit marchandise dont on a parlé ce matin. Je ferai l'hypothèse ici qu'on est confronté à une forme de lutte pour la privatisation du droit. Comme si le jeu de l'acteur économique, peut-être le Goliath, prenait la place du « il ». En termes de topographie, je vais opposer mes modèles avec toute une série de critères. Si on prend un critère topographique, j'ai beaucoup aimé la métaphore des hors-sols dont on a parlé tout à l'heure. Et j'y opposerai dans quelques minutes le modèle des enracinés, ici hors-sol. Indice concret de ce modèle du droit marchandise, eh bien, relative privatisation de l'arbitrage, managérialisation du juge et de la gestion des causes et tribunaux, normes payantes, law shopping, on aurait pu parler des pavillons de complaisance. Benoît Friedman, ce matin, nous a montré comment les États se bornaient à fournir en quelque sorte la matière première du droit, donc des blocs légaux, dont les opérateurs économiques principaux, il parlait en fait d'ingénierie juridique, en faisaient des montages chaque fois spécifiques, des bricolages normatifs en fonction des intérêts recherchés. Et
Madame Cadelli a montré cet après-midi que cette logique gagnait jusqu'au service public de la justice avec les recettes du New Management Public. Dans la manière de gérer les juridictions. Tout cela entraînait une course au moins-disant, une concurrence normative vers le bas. Tout ça est bien connu. Une citation d'Alain Suppiot dans un beau livre que je vous recommande, L'Esprit de Philadelphie. Une citation d'Alain Suppiot à cet égard, il dit « Sur le marché total, le droit est alors considéré comme un produit de compétition à l'échelle du monde, où s'opérerait la sélection naturelle des ordres juridiques les mieux adaptés, donc une forme de darwinisme juridique, les mieux adaptés à l'exigence de rendement financier. Au lieu que la libre concurrence soit fondée sur le droit, c'est le droit qui alors est fondé sur la libre concurrence. » Du point de vue épistémologique, donc du point de vue de la conception de la science et du savoir, ce modèle du droit marchandise, et on en a eu plus d'illustrations que je ne le pensais en préparant ces notes anticipatives hier soir. En matière épistémologique, ce modèle repose sur une idéologie, le scientisme, qui fait passer le fonctionnement des règles du marché pour un fait de nature. Incontestable. C'est l'ordre spontané du marché de Hayek. Ordre spontané qui relève de droits scientifiques que décrit l'économie politique et qui, sur le plan normatif, relève alors d'une gouvernance par les nombres. Eh bien, on en a eu deux belles illustrations, me semble-t-il, aujourd'hui. Tout l'exposé d'Yves Cartevels montrant ce fantasme exercé en matière pénale par le besoin de sécurité qui se traduisait aujourd'hui par ces échelles de dangerosité, par ces profilages permettant de soulager le juge de la responsabilité de décider et de s'en remettre à des échelles de dangerosité en ce qui concerne par exemple la libération conditionnelle ou le traitement des mineurs. Un autre exemple a été pris par Arno van Weyenberg à propos des normes ISO qui se présentent comme modestement techniques avec l'objectif louable de rendre compatibles des dispositifs techniques qui se présentent comme un droit dépolitisé dont le conflit est absent. Tout se passerait dans un monde un peu bisounours, peint en rose, comme si il fallait seulement prendre acte d'une sorte de droit naturel nouveau, inscrit dans les faits, dans les choses elles-mêmes. Ça, c'est pour l'épistémologie. En termes de philosophie sociale et économique, ce modèle du droit marchandise avait été assez bien anticipé par Karl Polanyi des avant-guerres lorsqu'il parlait de la grande transformation et qui, comme vous savez, s'entend du fameux renversement. Avant, c'était le droit qui encadrait les économies nationales et avec la grande transformation qui s'amorce déjà dans l'entre-deux-guerres, on voit le renversement se mettre en place et c'est le marché qui devient total et qui tolère dans une mesure variable des réserves en quelque sorte juridiques mais qui sont sous contrôle. En termes de philosophie du droit, ces thèses reçoivent un écho sous la plume du prix Nobel d'économie Hayek, qui au fond en appelle à un droit et à un état minimal réduit. Réduit à quoi ? Eh bien, réduit à ce que j'appellerais un droit horizontal entre A et B, entre les opérateurs économiques, avec le moins de îles possible. Donc, un droit minimum basé sur quoi ? Évidemment sur le contrat, ce que A et B ont discuté entre eux. Et vous savez que le contrat, s'il n'y a pas de garant et de îles pour l'encadrer, risque bien d'être simplement la loi du plus fort. Ou alors c'est la coutume, l'usage, la pratique, ce qui s'est toujours fait entre nous. Le recours au juge aussi, mais c'est un juge plutôt civil qui est sollicité par les parties et qui sera un bon juge si et seulement si il consacre les sources dont j'ai parlé, c'est-à-dire la volonté contractuelle, l'autonomie de la volonté et la coutume. Ainsi se réaliserait l'idée que le marché est un modèle d'autant plus désirable et parfait qu'il est auto-régulé, à la manière d'un ordre spontané, d'un organisme biologique. Pas de tiers transcendant donc, mais plutôt une boucle autoréférentielle, celle du marché autorégulé.
Si on se demande quelle est la philosophie de la justice, la conception de la justice inhérente à ce modèle, c'est sans doute le primat de la justice commutative, ici avec très peu de justice redistributive, justice commutative qui se contente de mesurer l'équilibre d'échanges synalagmatiques. En termes de droit positif, je ne vous apprends rien en disant que beaucoup de règles concrètes favorise ce régime de droit minimal s'effaçant devant les mécanismes du marché, qu'il suffise d'évoquer les programmes structurels d'ajustement que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale imposent aux pays endettés du tiers-monde, ou encore qu'il suffise d'évoquer les critères de convergence des économies nationales au regard de l'orthodoxie budgétaire européenne avec la fameuse règle d'or et les politiques d'austérité qu'elle entraîne. Toujours à propos de ce modèle marchandise, on peut se demander, c'est toujours très intéressant, quel est son point limite, quel est son passage à la limite? Eh bien, j'espère ne pas vous choquer, mais en disant la corruption pourrait en être le point limite, et on frôle dans certains cas de lobbying de Goliath, on frôle ce modèle lorsque le lobbying s'entend, et j'espère qu'il l'est de moins en moins parce qu'il est quand même plus régulé qu'avant, qu'il s'entend de dessous de table. Mais réfléchissons un instant à cette figure que j'ai toujours trouvée très intéressante à étudier, à prendre très au sérieux, la corruption, qui est évidemment le comble de la privatisation du droit, puisqu'elle est la recherche de l'obtention d'un passe-droit ou d'un privilège, donc une loi privée. On se soustrait à la loi générale et abstraite en vue de bénéficier d'un traitement de faveur en marge ou au détriment du collectif. Et je poserai dans quelques minutes la désobéissance civile, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, comme signe du passage à la limite de l'autre modèle, le modèle du droit comme bien commun. Enfin, on peut se demander, mais ça découle de tout ce que je viens de dire, quelle est l'instance qui occupe ici, dans ce modèle du droit marchandise, la position du il ou du tiers? Bien entendu, le droit ne disparaît pas, mais il est surdéterminé par une logique économique, modèle dominant, de sorte que le tiers, pourrait-on dire, est occupé ici par la monnaie, dont nous savons depuis Marx que c'est aussi un des équivalents, un des signes culturels que les hommes ont inventés au titre d'équivalent général. Ici, l'équivalence générale, ce n'est plus le langage du droit qui permettait de traduire tout dans son propre langage, c'est le critère d'évaluation monétaire. Donc, le triangle devient triangle monnaie-marchandise, main invisible, organisant la relation binaire des je et des tu. Mon cinquième point consiste à penser en contrepoint le modèle du droit bien commun qui nous a occupé cet après-midi. Tout à l'heure, rappelez-vous, je disais que dans le modèle précédent, probablement qu'à la limite, on luttait pour une privatisation du droit, dont la corruption était le point ultime. Eh bien, peut-être pourrait-on dire ici que les mouvements citoyens luttent non pas pour la privatisation du droit, mais pour sa promotion, peut-être pour plus de tiers, plus de règles en tout cas, qu'un droit minimal. En termes topographiques, eh bien, c'est l'image des enracinés qui s'oppose à celle des hors-sol. Et qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, sinon celui qui habite la cité, la municipalité? On peut se demander quel est ici l'équivalent général, l'instance tierce qui fixe les équivalences, qui détermine les mesures, qui occupe la place du il ou du tiers. Je risque, tout ceci est improvisé, mais je dirais qu'il s'agit de l'échange des idées, le débat sur l'agora, sur la place publique, dans l'espace public de discussion, avec la figure de Hannah Arendt en arrière-plan. C'est la société civile, le collectif qui est à la manœuvre et qui en appelle à plus d'institutions, plus de pouvoir public, plus de réglementation et notamment, on voit bien par exemple, des taxes en matière environnementale. C'est une lutte pour plus de droits ou en tout cas plus de tiers. Ce modèle est fondamentalement un modèle politique. Et cela renvoie aux pratiques de commoning, de délibération et de gestion en commun.
Comme vous, je m'attendais à un très bel exposé de Serge Gutwirth, qui est le spécialiste des communs, mais il n'est pas là. Il se fait que je le connais bien et que j'ai beaucoup travaillé avec lui sur les communs, et c'est ce qu'il vous aurait dit, j'en suis certain. Il aurait dit, les communs, c'est pas tellement des choses que l'on possède en commun, ce n'est pas tellement une nouvelle qualification des biens, c'est plutôt une nouvelle façon d'être et plus exactement une nouvelle façon de faire. Les communs, c'est du communing, c'est de l'action, de la délibération, de la gestion en commun. Alors ce point a été très largement documenté au cours de cet après-midi. Sixtine Vanoutri a illustré les mouvements municipalistes. Voilà, il y a plein d'autres. Le débat, la table ronde l'a bien illustré. Je reprends quelques-uns de mes critères, de mes items de tout à l'heure. Quelle est ici l'épistémologie, la conception du savoir qui est sous-jacente? J'en dirai pas grand-chose, mais quelqu'un a dit de façon très nette, tout n'est pas calculable. Je crois que c'était Madame Cadeli, tout n'est pas calculable. Donc on est dans une rationalité qui renvoie plutôt à la raison pratique, à l'expérience, au débat, à l'argumentation, à une conception plus herméneutique de l'humain. Cartevel, ce matin, se faisait aussi l'écho de cette conception. Quelle est la conception de la justice privilégiée dans ce modèle du droit bien commun? Sans ignorer la justice commutative de tout à l'heure, il me semble que l'accent ici se déplace en direction de la justice redistributive, sous ses différentes formes sociales, de genre, de génération, environnementale, etc. C'est une justice qui passe aussi par le juge, comme la justice commutative, et je sais si on a parlé de l'appel au juge, mais je pense qu'en définitive, finalement, l'appel est fait au législateur, parce que le juge ne peut pas, il peut servir de tête chercheuse, d'anticipation, de veille critique, mais il n'est pas entièrement calibré pour proposer véritablement des règles générales et abstraites, et donc, me semble-t-il, c'est un modèle qui en appelle à des transformations légales. Alors, j'en viens au passage à la limite. Quel est, dans cette logique, le passage à la limite de cette forme de lutte pour le droit? Eh bien, je dirais, en cas de résistance de la technique juridique face à ces sollicitations, qu'il s'agisse d'incapacité ou de refus d'y répondre, le passage à la limite prend la forme de la désobéissance civile, dont il a été question à la fois dans l'exposé de Sixtine Vanoutri avec la désobéissance politique, et puis plusieurs fois au cours de la table ronde à laquelle nous venons d'assister. Figure paradoxale de la désobéissance civile, surtout quand elle s'exerce rue de la loi pour faire changer la loi, figure paradoxale de la désobéissance civile, puisque c'est une désobéissance à la loi avec un petit L, au nom du droit avec un grand D. On continue à s'inscrire dans une orbite juridique. Et c'est pour ça que je disais qu'à mes yeux, ce modèle est un modèle qui vise à la promotion du droit. Mais pas nécessairement le droit qu'on connaît ici, mais un droit meilleur. On se réclame de principes juridiques supérieurs pour contester des règles ou des pratiques qui n'y répondent pas aujourd'hui. On développe un geste politique destiné à faire scandale dans le cadre de l'espace public qui opère comme une caisse de résonance. Et ça s'oppose évidemment à la clandestinité de la corruption ou à la discrétion du lobbying dont nous en avons parlé. On en appelle ici à la conscience publique. On frôle cette situation donc, de jeu avec les limites de la loi dans les cas de jurisprudence prétorienne contra legem. Et Marie Messiaen a, je pense, évoqué des cas de ce genre. Elle avait commencé comme ça avec cette belle image du juge funambule sur la corderaie de la loi qui joue avec les limites du droit en ne les outrepassant que discrètement ou pas sous. Pour les avocats, ça on n'en a pas parlé, on aurait pu en parler. Il me semble qu'on joue avec cette limite lorsque se pose la question du choix pour l'avocat entre deux stratégies de défense. Vous connaissez bien cette distinction. C'était Jacques Vergès, je crois qu'il l'a inauguré en France avec la défense des militants du FLN dans les années 60. La distinction entre défense de connivence et défense de rupture. Procès de rupture, dans les situations extrêmes
où la légitimité globale de l'ordre juridique est en jeu et où le fait de mobiliser le langage, les procédures du régime pourrait être interprété comme une forme de connivence ou d'acceptation de cette légitimité. Ce qui pose aussi la question de savoir ce qu'on fait en cas de différend. Chaque fois que je peux, je rappelle cette distinction que j'aime beaucoup de Jean-François Lyotard, qui faisait une distinction entre le contentieux et le différend. Le contentieux, c'est le procès ordinaire dont les termes sont acceptés par les deux parties. Même si l'une ne va pas être contente d'avoir perdu son litige, elle en accepte au moins la procédure et elle accepte les concepts et les valeurs sous-jacentes au code qui a permis au juge de trancher. C'est le litige ordinaire. Mais, explique à juste titre Jean-François Lyotard, dans beaucoup de cas, le problème est plus grave parce qu'il y a incommensurabilité entre le langage, les valeurs et les intérêts d'une partie et de l'autre, de sorte que le jugement qui intervient sera évidemment vécu comme une violence énorme de la part de la partie succombante qui ne peut pas se reconnaître dans, je répète, le langage, les concepts, les valeurs et les procédures du procès qui lui est fait. J'avais aussi préparé, en anticipant ce qui pouvait être dit aujourd'hui, un autre passage à la limite de ce modèle de juge résistant, mais il n'en a pas été question aujourd'hui, et peut-être heureusement. Ce sont les cas vraiment extrêmes où le régime en question se pervertit complètement. Pensez à la France de Vichy, par exemple, et où, pour le coup, l'attachement à la plus stricte légalité est, de la part des juges résistants, une forme de désobéissance civile. Donc, dans certains cas, quand les choses vont vraiment mal, le droit joue ce rôle de défense, et alors la stricte légalité est un bouclier qu'on serait bien bête de négliger ou de sous-estimer. Si je me demande maintenant quelles sont les règles juridiques qui favorisent cette repolitisation du droit, un peu comme Antoine se demande quelles sont les règles qui favorisent la convivialité du droit, il en a été question de beaucoup aujourd'hui. On pourrait aussi rappeler les mécanismes favorisant l'accès à la justice, la recevabilité de l'action, les class actions, donc qui traduisent évidemment une forme de recours plus politique, plus collectif, ou encore l'accréditation de l'amicus curiae auprès des tribunaux. L'émergence de ce deuxième modèle de droit bien commun pose alors des questions peut-être plus fines, plus techniques. On peut se demander d'un point de vue critique ce que signifie ce glissement d'initiative du législatif vers le judiciaire. Ce sont des critiques assez connues que Marcel Gauchet a déjà fait en son temps. On peut évidemment se réjouir, je suis le premier à me réjouir de cet accès plus facile aux juges et de cette montée en puissance des juges et de jurisprudence prétorienne audacieuse, mais il y a sans doute un prix à payer pour cela. C'est un certain déclin de la voie politique, et ça, par le Parlement, je veux dire, et de cela, on peut s'attrister. En revanche, on peut faire rebondir cette question en se demandant quelle est la signification de jurisprudence américaine, par exemple, qui alloue des dommages et intérêts de 1, 2, 3 milliards de dollars à des victimes du glyphosate. Tant mieux pour la victime, mais là, on voit bien que ces dommages et intérêts sont tellement énormes qu'ils n'ont plus rien à voir avec le traitement d'un litige particulier, et qu'ils ont évidemment une fonction de dissuasion politique. Et donc, là c'est évidemment une façon pour le juge d'agir vraiment comme un macro-acteur politique, et aussi économique, quand on sait que le titre de Bayer, qui a eu la très mauvaise idée de racheter Monsanto, a diminué de 45% depuis qu'il a acheté cette très mauvaise affaire. On peut aussi, du point de vue d'une attention plus fine aux réalités, mettre l'accent sur des luttes intrajuridiques du genre de celles dont Marie Messiaen a parlé, entre juristes progressistes et conservateurs, entre conseils constitutionnels et cours de cassation et que sais-je. Donc ça n'a rien d'étonnant, ça atteste tout simplement la vitalité du droit. J'en ai presque terminé.
J'avais annoncé un troisième modèle, le droit épais. Je ne l'ai pas élaboré beaucoup, d'autant plus qu'il n'en a, et pour cause, pas du tout été question aujourd'hui. Mais comme j'aime bien confronter des modèles, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe ou se passerait dans le cadre d'un retour massif du religieux, comme par exemple on peut parfois l'entrevoir dans certains États théocratiques islamiques. Et alors, dans ces formes extrêmes de théocratie, où la prééminence de la charia sur toutes les branches de droit se produit, que devient mon modèle? Le « il » prend cette fois le visage d'un Dieu tout-puissant et omniscient. Dans ce contexte, le droit ne disparaît pas, mais il est complètement instrumentalisé par le religieux, qui devient un modèle dominant, autour desquels tous les autres gravitent. Ce serait cette fois un droit épais d'un pouvoir clérical. La conception de la justice serait essentiellement répressive, au service de codes religieux et de codes d'honneur. Bon, je n'ai pas élaboré plus, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Je conclus, je reviens à ma problématique, et je dis la plus-value du droit, sa propriété émergente par rapport aux rapports sociaux de base. Rappelez-vous, les cités, les sphères de justice. La plus-value du droit, c'est d'instaurer un arbitrage tiers. Mais cette position est fragile, ce rôle est vulnérable, dès lors qu'il résulte toujours de construction et de lutte sociale. Dans le combat entre les sphères, ce « il » juridique est menacé d'instrumentalisation au service de l'équivalent monétaire, selon la logique de la main invisible du marché, qui tente à réduire le droit au minimum. En régime théocratique, ce « il » juridique, cette loi, est mise au service d'une classe cléricale qui, au nom de la transcendance absolue d'un Dieu sévère, ramène le droit au tranchant de l'épée répressive. Heureusement, une troisième alternative se développe avec l'émergence d'une société civile mobilisée. Le droit devient alors pratique collective, débat permanent dans l'espace public, recherche d'une justice redistributive multiforme. Et je conclus par une hypothèse à vérifier, et je dis on peut faire l'hypothèse qu'à certaines conditions, qui n'étaient pas respectées en régime marxiste, à certaines conditions, ce troisième modèle est celui qui garantit le mieux le droit dans ses fonctions tierces. Et quelles sont ces conditions? Eh bien, je dirais, elles se ramènent à des formes d'auto-limitation du politique lui-même. De l'économique, c'est évident, mais puisque je valorise ici le modèle du débat, le modèle du droit bien commun, c'est de celui-là que je parle, et je dis, s'il parvient à s'auto-limiter comme politique, alors ce modèle est celui qui favorise le mieux l'autonomie et la plus-value du droit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Respecter les règles du débat, par exemple les règles de la majorité, respecter la chose jugée en prenant le risque de jugement régressif, et des sociologues comme Galanter montrent que les petits gagnent rarement contre les gros, donc c'est un jeu risqué. Aussi, c'est peut-être le plus difficile, on a parlé des gilets jaunes, on a parlé de démocratie directe, là on était vraiment un peu à ce point de tension. Me semble-t-il, s'auto-limiter, c'est aussi accepter une certaine logique d'écart et de représentation dont le droit est porteur. Donc je plaiderai en définitive pour des formes de collaboration entre le modèle juridique et le modèle politique, mais certainement pas des modèles d'identification. Il faut que chacune de ces deux sphères garde son autonomie. Le politique est à l'avant-garde, le droit impose des limites. Et je pense que c'est une bonne chose parce que malheureusement, le politique ne présente pas toujours le visage sympathique des mouvements citoyens. Et donc, dans ces moments plus sombres, on est content que le droit campe en quelque sorte dans ses fonctions d'impartialité. Voilà, je vous remercie d'avoir encore écouté patiemment ces élucubrations spéculatives en fin de colloque. Et je vous redis tout l'intérêt que j'ai pris à suivre ces débats et que je prendrai à donner à ces notes une forme un peu plus académique. Je vous remercie.